C'est un moment de recueillement qu'ont respecté des dizaines de milliers de Serbes à Novi Sad et ailleurs. Il y a un an, je le disais en titre, 16 personnes perdaient la vie dans l'effondrement du vent de la gare. Un accident qui a levé une immense colère, un mouvement d'ampleur qui ne s'est pas essoufflé malgré les tentatives de répression du président Vučić. Les étudiants dénoncent la corruption qui en est la cause, mais aussi un fonctionnement politique dont ils ne veulent plus. On retrouvera sur place Laurent Rouy, notre envoyé spécial, dans un instant, mais j'accueille déjà notre invité, Sébastien Gricourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment co-directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès. Je vous remercie de nous apporter un éclairage concernant ce qui se passe en interne en Serbie, ce bras de fer avec ce régime Vučić et donc ses étudiants, mais aussi dans ce prisme, dans cette stabilité de la région qui est important de comprendre aussi. Tout d'abord, que raconte pour vous, avant qu'on fasse le point sur son ampleur, on sait qu'il y a déjà des dizaines de milliers de personnes à Novi Sad ce midi. Que raconte cette commémoration aujourd'hui ? C'est vrai que cette commémoration, au bout d'un an de longues manifestations, on aurait pu croire que ce mouvement allait s'essouffler avec le temps. C'est d'ailleurs ce sur quoi se reposait le régime Vučić. Or, étonnamment, il a duré. Il a duré parce que, au fond, c'est pas que la tragédie de Novi Sad qui explique ce mouvement, c'est beaucoup plus profond. Il y a eu déjà dans le temps, dans les 15 dernières années, un certain nombre de mobilisations citoyennes, parfois localisées sur des sujets environnementaux, ou également suite à des tueries de masse. Il y en a eu au moins 3 en 2009-2016, mais lors d'un mariage d'ailleurs en 2016, de mon souvenir. Mais surtout, il y a eu aussi en avril ou mai 2023, dans une école, 9 élèves tués par un élève de 13 ans. D'ailleurs, une citoyenne française est morte, puisque c'était une école où allaient aussi des étrangers. Et il y a eu, à partir de là, un énorme mouvement déjà de masse de manifestations qui avait mené d'ailleurs à des élections anticipées en décembre 2023. D'ailleurs, je note que le hasard fait que c'était d'ailleurs le 1er novembre 2023, déjà, donc un an avant la tragédie du 1er novembre 2024. C'était le 1er novembre 2023 que déjà le président Vučić avait dissous l'Assemblée pour mener à des élections anticipées. Élections anticipées largement truquées comme toutes les autres depuis plus de 2 décennies. Donc au fond, c'est un mouvement qui répond à des urgences vis-à-vis de la mauvaise gouvernance du pays, vis-à-vis de l'absence de liberté fondamentale, et on peut parler de la liberté de la presse. En un an, nous avons quand même 89 journalistes agressés. Reporters sans frontières vient d'ailleurs de sortir une liste des prédateurs de la liberté des médias, et le régime de Vučić est largement placé assez haut dans la liste. Je note d'ailleurs qu'en France, on a M. Bolloré, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais là, on parle d'un régime autoritaire, tout à fait. Et en tout cas, on a effectivement une absence totale de liberté de la presse. On a encore un ou deux médias indépendants, dont un qui a reçu le prix du courage par RSF, Reporters sans frontières. Donc, ces manifestations ont tenu. Je note que ce ne sont pas les étudiants qui ont lancé les manifestations. Il y a eu un certain nombre de grèves sectorielles, d'entreprises, et les étudiants très vite se sont mobilisés, et avec un rejet de tous les partis politiques, donc même les partis démocratiques ou de l'opposition, puisqu'ils considèrent qu'en fait tous les partis sont responsables. Attachés à des partis politiques, à rester absolument apolitiques. On voit qu'il y a une adhésion de la population à ce mouvement. Là, il y a des jeunes qui sont venus de partout dans le pays, qui sont venus à pied. On sait que les autorités ont tenté d'empêcher en arrêtant les trains de rejoindre Novi Sad. Les étudiants ont été accueillis dans les villages chaudement avec des buffets qui étaient préparés pour eux. De quoi cette ferveur populaire est-elle la démonstration ? Alors c'est vrai que le fait qu'ils partent un peu de toutes les parties du territoire, il y a quelque chose qui nous dit quelque chose de la Serbie profonde qui est en fait à la base du régime de Vučić, qui a adhéré à son régime. Donc ça veut dire aussi qu'il y a effectivement, même s'il est difficile de le mesurer, il y a effectivement une perte de contrôle de la part du régime de Vučić sur la population. Ceci étant dit, on a encore le sentiment qu'il a encore bien la main mise sur le régime sécuritaire, sur la police, sur les militaires ou certaines unités militaires en tout cas. On le voit dans la façon dont ont été réprimées violemment les manifestations de mi-mars ou même de mi-août, si vous vous souvenez, l'usage des armes interdites contre les manifestants, où on a bien vu, où finalement, non seulement il n'y a pas eu de condamnation de la part du régime de ces forces militaires et policières dans l'usage excessif de la force,
mais qu'au fond, il les laisse faire. Et donc, d'où d'ailleurs aujourd'hui, on va voir comment tout cela se passe. Comment se déroule cette journée? Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre envoyé spécial Laurent Rouy. C'est vrai qu'il y a plutôt des appels à l'apaisement, enfin des déclarations assez apaisantes de la part du président Vučić, qui ne souhaite peut-être pas de débordement. Je crois que vous êtes avec nous, Laurent Rouy. Vous êtes sur place. C'est véritablement une mobilisation d'ampleur qui est en train de se dérouler à Novi Sad, à hauteur des espérances et des attentes. Alors tout à fait, il y a des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Le centre-ville et même au-delà est complètement bloqué. Il n'y a aucun trafic. Les rues sont remplies de protestataires. Un peu plus tôt dans la journée, ces protestataires ont observé 16 minutes de silence, 1 minute pour chacune des victimes, à l'heure exacte de l'accident, à 11h52. Depuis, la situation est toujours extrêmement calme, mais les rues sont pleines de monde, sont noires de monde. Il n'y a pas que des étudiants, il y a également des familles, des jeunes enfants, des travailleurs, des retraités. C'est vraiment l'ensemble de la population de la Serbie qui s'est aujourd'hui donné rendez-vous à Novi Sad. Les organisateurs attendent cet après-midi plus de 100 000 personnes, ce qui est tout à fait crédible au regard des précédentes manifestations anticorruption qui ont émaillé l'histoire du pays depuis 1 an. Et ces manifestants ne demandent qu'une chose, l'organisation d'élections anticipées, ce que le président Vučić refuse pour l'instant de concéder. Laurent, la question que nous posions avec Sébastien Agricot, mon invité sur ce plateau, c'est la manière dont se positionne justement le président aujourd'hui. Quel élan donne-t-il ? Alors, le président a été l'organisateur de la répression contre les manifestations à partir environ du mois de juin. Tout l'été a été émaillé de protestations violemment réprimées par la police. Il y a eu plus de 2300 arrestations et plus de 2000 personnes ont eu affaire à la justice pour avoir simplement exprimé leur mécontentement. Il y a également une forte pression contre les quelques médias indépendants qui exercent toujours en Serbie, puisque la principale télévision d'opposition subit actuellement une tentative agressive de rachat par des proches du pouvoir. Cette situation est telle que le Parlement européen a émis un document extrêmement sévère il y a une dizaine de jours demandant que les règles démocratiques soient respectées en Serbie et que la répression cesse. Et il y a eu un changement très spectaculaire hier puisque le président Vučić a demandé pardon aux étudiants et aux manifestants. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il faut bien comprendre que ces condoléances sont intervenues 1 an après l'accident, mais ici, personne ne croit à la sincérité du président. Trop tard, disent les manifestants qui s'en tiennent à leur revendication principale, l'organisation d'élections anticipées, ce que pour l'instant le président refuse absolument d'organiser. Je vous remercie beaucoup, Laurent. C'est vrai qu'on a là un président dont, en principe, son rôle devrait être seulement cérémoniel. Il s'est agrégé tous les pouvoirs ces dernières années. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce système Vučić ? Écoutez, c'est un système qui s'est monté au fur et à mesure des années, voire des décennies. Et je rappelle que Vučić était quand même dans les années 90 le ministre de la propagande de Milošević. Donc en fait, il est entouré, il est monté avec tous ces réseaux qui ont quand même du sang sur les mains de toutes les guerres commises dans l'ex-Yougoslavie. Et c'est ce que dénoncent justement ces manifestants. Ils ne veulent plus en fait de cette ancienne garde. Il incarne tout cela. Avec une petite réserve, c'est qu'il n'est pas on a quand même un mouvement assez hétérogène. Et je dirais qu'il y a certes une ancienne génération, ceux qui ont fait chuter Milošević à travers le mouvement Résistance Otpor à l'époque, qui était quand même un mouvement effectivement importé et soutenu par les États-Unis pour faire tomber Milošević et qui a débordé plus tard sur des révolutions de couleur ailleurs, puisque effectivement ça a servi de formation. Ensuite, nous avons une nouvelle génération qui visiblement veulent effectivement lutter contre la corruption, pour la bonne gouvernance, pour la justice, pour les libertés fondamentales, mais qui ne veulent pas trop regarder le passé. Et c'est effectivement une question qui manque dans la région, c'est-à-dire que dans toute la région,
ce que l'on attendrait de ce mouvement, et c'est pour ça qu'on a du mal à cerner ce mouvement et que l'on espère qu'il réussira, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir ensuite. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit un mouvement qui permette finalement la réconciliation et la vérité. Les vérités sur tout ce qui a été commis comme crime dans la région pour apaiser la région, puisque nous savons que c'est la seule clé de la stabilisation de la région, c'est réellement la démocratisation réelle de la Serbie. D'où l'importance de la revendication des élections anticipées, sachant que toutes les élections précédentes ont montré que nous sommes dans une vaste industrie du trucage. Sauf que c'est vrai que la mobilisation actuelle montre que même la Serbie profonde, dont je parlais tout à l'heure, pourrait cette fois-ci voter contre Vučić. D'où le fait qu'il soit si réticent à organiser des élections. Ceci étant, en débordant un peu sur des questions géopolitiques, s'il est aussi réticent, c'est qu'il veut gagner du temps et que, vu son alliance avec la Russie et la Chine, mais là pour le coup avec le Kremlin, qui est directement aussi présent en Serbie. Et c'est aussi un peu le paradoxe, parce que évidemment que on sait, le Kremlin soutient ce régime-là, mais en même temps la Serbie accueille beaucoup aussi d'opposants à Vladimir Poutine. Ils vivent dans la société serbe au point de presque la déstabiliser en somme. Oui, c'est très curieux, mais quand on vit dans des environnements finalement de mensonges et de désinformation, quand on vient de l'opposition depuis la Russie, qu'on vient en Serbie, on ne sait pas trop où on met les pieds. On ne s'imagine pas qu'en fait on a un petit Poutine à Belgrade. Ça, on ne le voit pas, quoi. Ceci étant, quand je parle effectivement de l'influence du Kremlin, le fait est qu'il est quand même aux prises avec un certain nombre de tentatives de déstabilisation de la région qui sont en fait orchestrées depuis la Russie. On ne s'imagine pas nécessairement que la Serbie serait prête à déstabiliser toute la région d'elle-même par sa propre volonté. Par contre, on sent que sa dépendance avec Moscou pourrait servir la Russie si, pour des intérêts géopolitiques, elle voulait finalement déstabiliser la région pour affaiblir et l'OTAN et l'Union européenne. Et lui-même, s'il voulait conforter son pouvoir sur le champ intérieur, n'aurait-il pas intérêt à agiter des menaces concernant le Kosovo, concernant la Bosnie voisine? On sait que là, la situation est très volatile aussi. Alors non, il joue vis-à-vis de l'Union européenne, il joue toujours le jeu de l'apaisement et de l'homme de la stabilité et de la stabilisation. Il fait semblant d'être celui qui va calmer Milorad Dodik, le sécessionniste de la Bosnie, Republika Srpska. Et pour le coup, d'ailleurs, on voit bien que des mesures ont été prises pour apaiser aussi ces tentatives de sécession récemment, mais qui ne viennent pas de la Serbie. Pour le coup, ça vient davantage de pression américaine et j'espère aussi un peu européenne. Et j'espère que ça s'est fait un peu ensemble. On a quand même le sentiment que c'est plus les États-Unis qui ont réussi à faire un peu plier les choses en Bosnie. Et puis par rapport au Kosovo, je rappelle que 2023, l'année des grandes manifestations massives en Serbie suite à la tuerie de masse que je mentionnais, il y a eu des événements très graves d'attaques directement programmées depuis la Serbie qui ont eu lieu au Kosovo. Il y avait eu 3 policiers enlevés au mois de juin 2023 et eu l'attaque du Nord, alors une attaque par un commando armé qui préparait l'arrivée d'autres commandos armés dans le nord du Kosovo, qui a été arrêté près d'un monastère et qui a causé la mort d'un policier du Kosovo au passage. Il y a eu en septembre 2024, il y a eu le sabotage de tuyaux qui alimentaient la centrale électrique principale du Kosovo. Donc il y a eu des attaques perpétrées depuis la Serbie et l'on peut soupçonner que c'était aussi ça faisait partie de tout le champ des attaques hybrides, des menaces hybrides qui existent dans les Balkans, qui sont aussi orchestrées depuis Moscou, puisque de toute façon, ça ne coûte rien à Moscou d'organiser un certain nombre d'attaques via la Serbie. Il n'y a pas besoin d'envoyer des soldats. Et je ne parle pas du champ général de désinformation, de manipulation de l'information qui existe dans toute la région. Et je rappelle à ce titre que c'est justement Russia Today et Sputnik aujourd'hui, les 2 canaux de désinformation, de manipulation de l'information russe, sont basés en Serbie. Donc en vérité, il y a toujours cette tentative de rayonner pour la déstabilisation et que ça passe par la Serbie. Cette mobilisation, ce mouvement a tenté d'interpeller Bruxelles. Il y a eu notamment ce déplacement à vélo jusqu'à Bruxelles pour essayer d'interpeller les élus. Pourquoi est-ce qu'on entend assez peu les Européens? Ils se sont beaucoup engagés dans certains pays de l'Est justement pour faire front face à la Russie. Et là, on sent que la Serbie, c'est un pays qui les met mal à l'aise. Alors, c'est vrai que c'est assez étrange. Ils sont aussi allés à Strasbourg devant le Conseil européen. Ils sont effectivement allés à Bruxelles. Heureusement, les eurodéputés s'en sont saisis. Je note d'ailleurs que le PPE refuse d'exclure le parti de Vučić
qui est membre associé du PPE. Je ferme la parenthèse, mais c'est une réalité. Ceci étant, la résolution du Parlement européen qui a été mentionnée par votre collègue, effectivement très forte, c'est la plus forte résolution du Parlement européen qui existe contre la Serbie. Donc c'est à noter. La timidité des Européens est extrêmement décevante pour toute la région, et pas seulement les manifestants. Elle s'explique parce que pendant trop longtemps, on a cru que la Serbie était le facteur de stabilité. On n'a pas voulu regarder que la Serbie était le facteur de déstabilisation. Et on a entretenu, au nom d'une certaine stabilité, finalement un régime qui devenait toujours plus autocratique. D'où le fait, votre question, effectivement, il s'est construit son personnage, sa prise de pouvoir totale, autour du fait qu'on a fermé les yeux, nous avons été complaisants vis-à-vis de ce régime. Et du coup, les Européens sont aussi sous la pression d'États membres. Je prends la Hongrie, par exemple. La Hongrie est le principal obstacle à une unanimité totale de dénonciation de la Serbie. Et la Serbie devrait être aujourd'hui sous sanctions européennes. Or, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas l'unanimité à cause de complicités très proches entre le régime hongrois et le régime serbe, et surtout entre Vučić et Orban eux-mêmes. Et en particulier, la position de la France est très embarrassante, puisqu'on vend des Rafales à la Serbie. Oui, alors c'est encore un message qui est complètement incompris dans toute la région. Je note aussi qu'il y avait une entreprise française dans le consortium qui est à l'origine de la chute du haut-vent de la gare de Novi Sad, puisque c'était avec des entreprises chinoises, françaises et hongroises. Donc il y a peut-être aussi un sujet là-dessus. Une chose est sûre, c'est qu'en Serbie, on n'obtient pas des marchés publics sans corruption, sans pot de vin. Donc peut-être qu'on ne veut pas aller jusqu'au bout des choses pour éviter des révélations. Une chose est sûre, c'est oui, les Européens sont trop timorés, on ne comprend pas. Et justement, c'est à une époque où la France d'ailleurs, mais l'Union européenne réinvestit les Balkans depuis plusieurs années au nom de la géopolitique, parce qu'à force d'une certaine fatigue de l'élargissement, à force d'avoir laissé courir un processus très technocratique d'élargissement, on a créé des espaces vides où des États forts tiers se sont engouffrés. Je parle de la Russie, la Chine bien évidemment, et aussi la Turquie. Or, on n'a pas spécialement affaire à des puissances qui veulent une cohésion européenne à tout prix, qui veulent à tout prix l'OTAN présente, etc. Et finalement, on a réinvesti la région. C'était la décision d'ailleurs du président français, Macron, de réinvestir. Il y a une stratégie nationale française de réinvestissement dans les Balkans. Or, l'impression que cela donne jusqu'à présent, c'est que l'on a réinvesti surtout dans une relation traditionnelle qui n'a plus aujourd'hui, qui n'a plus lieu d'être, une relation traditionnelle entre la France et la Serbie qui remonte à beaucoup trop longtemps pour être aujourd'hui utile à mettre en avant. Et il y a une incompréhension totale en fait. Et pour cela que d'ailleurs dans tous ces manifestants, on ne voit pas de drapeau européen. Parce qu'ils ne comprennent pas les messages européens. Aujourd'hui, parmi les Européens, on a la commissaire, qui est slovène d'ailleurs, la commissaire à l'élargissement et à la politique de bon voisinage, qui est la seule à avoir montré, d'une façon assez ferme, une vraie solidarité avec les manifestants. On a un processus d'adhésion qui est au point mort depuis 2003. Oui, alors au point mort, non, parce que ils ont tous les pays ont chacun évolué à leur vitesse. Mais je rappelle que d'ailleurs, au temps de la commission Juncker, c'est la Serbie et le Monténégro qui étaient vus comme les chefs de file. Et déjà, mettre la Serbie à l'époque comme chef de file de l'intégration était déjà quelque chose d'incompris dans la région. D'où le fait qu'on a inventé, ça vient de la société civile, mais le concept de la stabilocratie s'est installé. Et la crédibilité de l'Union européenne a été remise en question à partir de là. Aujourd'hui, on considère que c'est plutôt le Monténégro et l'Albanie. La réalité, c'est qu'il faudra intégrer un jour ces 6 pays ensemble, qui sont moins de 18 millions d'habitants, avec un PIB qui est moindre que celui de la Hollande, je crois. Enfin, vous voyez. Et il faudra le faire tous ensemble. Mais pour cela, avec le Kosovo. Alors tout cela arrivera avec le temps, mais rien n'arrivera tant qu'on n'aura pas réellement un régime démocratique installé en Serbie. D'où l'importance de la séquence actuelle. Ce sera ma dernière question aujourd'hui. C'est un hommage. En principe, c'est un temps apaisé. On va voir si la journée va se dérouler de cette manière. Les manifestants, on les a entendus depuis des semaines dire notre rôle, c'est de mettre la pression. Ils veulent donc ces élections anticipées. Est-ce que vous évoquiez ce mouvement hétéroclite? Est-ce qu'il peut se radicaliser selon vous, ou est-ce qu'il n'en a pas du tout les outils? Je pense que dans ce mouvement hétéroclite, nous avons aussi des vétérans de guerre, des guerres en Yougoslavie. Nous avons un peu de tout, un peu toutes les générations. Et on ne peut pas exclure que la volonté de Vučić, qui veut jouer la carte de l'apaisement aujourd'hui, parce que je crois que c'est lundi qu'il a une visite quand même de la haute représentante de la politique étrangère de l'Union européenne, donc il joue la carte de l'apaisement, forcément.
Il ne faut pas exclure qu'il ait envie, à un moment donné, de provoquer une radicalisation du mouvement pour pouvoir aussi arriver vers un état d'urgence qui justifierait un certain nombre de mesures qui sont déjà en réalité déjà en place. Il évoque déjà, il y a des théories du complot, menaces extérieures. La Serbie est spécialiste des théories du complot, de toute façon, comme la Russie. Donc effectivement, menace extérieure, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec révolution de couleur. J'espère. Il peut effectivement se radicaliser, mais pas de la volonté des étudiants qui sont extrêmement organisés, qui ont préparé leur liste et qui ont préparé des doubles noms au cas où certains se font arrêter. Personne ne sait qui sont réellement les leaders. Donc c'est assez Même original. l'organisation était très secrète. Mais oui, c'est très original. Je connais quelques professeurs à Belgrade qui m'ont raconté ça, mais ils n'ont pas non plus le regard sur tout. Mais il y a vraiment des choses très expérimentales. D'ailleurs, je ne veux pas faire de lien, mais finalement... Est-ce que ce n'est pas la première révolution de la génération Z avant celles qui ont eu lieu ensuite au Népal, à Madagascar ou au Maroc finalement? Sébastien Gricourt, je vous remercie en tous les cas d'avoir levé ces questions et de nous avoir tout de même apporté des éléments de compréhension et des réponses. Merci à vous. Merci à vous.